Pas nauséeux sur les questions de nationalité. Je mets quiconque au défi de dire quand est-ce que le président Ouattara a été frappé par une décision de justice. Oui. En ce moment, on peut dire qu'il y a eu de la manipulation politique. Et certains, comme ils se sont livrés à de la manipulation politique, voient la manipulation politique partout. C'est eux qui sont à la base. C'est pour cela qu'ils voient la manipulation politique partout. Amadou Koulibaly dit Amson, porte-parole du gouvernement Ouattara. Après le conseil des ministres qui s'est tenu ce 23 avril 2025, il est parti très fort avec l'opposition. Il accuse l'opposition de ne pas aller aux élections et de faire une fuite en avant. De ne pas aller aux élections et d'être dans une fuite en avant. Il soutient mordicus la posture de la commission électorale dite indépendante et il met en garde le PPACI que le désordre ne sera pas en Côte d'Ivoire. Plus loin, il demande au PDCI RDA de respecter la justice ivoirienne, de respecter la justice qui a exclu Tidiane Thiam et qu'il met également au défi qu'Alassane Ouattara en 2000 avait le droit d'être candidat et qu'il n'y avait pas de décision de justice. Frères et sœurs, nous ne cessons de le dire, la Côte d'Ivoire va tout droit dans le chaos parce que d'aucuns ont choisi le chemin du chaos, le chemin de l'exclusion qui appelle le chaos. Exclut le premier ministre-président du GPS, son excellent M. Guillaume Soro. Exclut le président Gbagbo Laurent, son excellence président du PPACI. Exclut le président du PDCI RDA, M. Tidiane Thiam. Exclut également Charles Blé Goudé, président du COGEP. Ainsi, on a décidé le régime RDR, pour ne pas dire l'attelage RDR, CI. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire. Et le RDA a décidé de passer par force, en force, pour se maintenir au pouvoir. Le porte-parole du gouvernement est clair, on l'écoute ici. Frères et sœurs, prenez votre tabouret parce que c'est du lourd. C'est du lourd en matière d'extrémisme de la part de ce porte-parole. On écoute. Le chef de l'État s'est engagé à ce que les élections soient apaisées et démocratiques. C'est ce que moi j'ai entendu. Donc je ne veux pas que l'on fasse dire au chef de l'État ce qu'il n'a pas dit. Une fois de plus, votre question me permet de revenir au texte de notre pays. Ce n'est pas au chef de l'État de décider qui va à l'élection ou qui ne va pas. Il y a des organes qui existent pour cela. Il faut que l'on accepte de sortir de cette vision des républiques bananières. Je suis désolé si je suis dur avec mes mots, mais je ne vois pas d'autres mots. De républiques bananières où on croit que le chef de l'État décide tout, peut tout, c'est le tout-puissant, il a droit de vie et de mort sur ses citoyens, c'est lui qui dit ici tel peut être candidat, tel ne peut pas être candidat. Non. Je dirais, l'une des premières missions importantes que le chef de l'État s'est donnée, ça a été de mettre en place des institutions qui fonctionnent. Je vous ai dit ici une fois qu'aucun régime n'a mis en place autant d'organes de contrôle que le chef de l'État l'a fait en termes de gestion et de bonne gouvernance. Nous avons plusieurs organes qui vont depuis, je dirais, la haute autorité pour la bonne gouvernance à la Cour des comptes, en donnant du pouvoir à l'inspection générale d'État, dont bon nombre d'entre nous avaient entendu parler, mais se demandaient bien à quoi ça servait. Aujourd'hui, on voit tous à quoi sert, par exemple, l'inspection générale d'État, avec tous les audits qui sont faits, et au bout desquels, parfois, certains dirigeants sont relevés de leurs fonctions. L'une de ses premières missions a été de doter notre pays d'institutions qui marchent, et ça a été fait. Donc, il y a des institutions. Tous les candidats qui estiment qu'ils remplissent les conditions, mais ils déposent leur candidature et le Conseil constitutionnel va juger. Ce n'est pas au chef de l'État de décider. Pourquoi on veut comme ça subitement, oui, qu'il décide que les élections soient inclusives, qu'il s'engage dessus? Est-ce que c'est lui qui décide à la place du Conseil constitutionnel?
s'il prend cet engagement et que le Conseil constitutionnel rejette la candidature de certains candidats, qu'est-ce qu'on dira? Qu'il a failli à sa parole? Il peut s'engager sur les élections apaisées. Oui. Il s'est engagé sur le fait que ces élections seront démocratiques. Mais il est allé plus loin. Il a dit qu'elles seront l'occasion de renforcer nos institutions et de mesurer la maturité politique du citoyen ivoirien. Reprenez sa citation. C'est cet engagement qu'il a répété quand il était devant les ambassadeurs et c'est cet engagement qui sera respecté. Nous aurons des élections démocratiques apaisées, des élections conformes à tout ce qui se fait à l'international, comme cela s'est fait jusqu'à présent en dehors de l'élection de 2010. En 2020, c'est des candidats qui délibérément ont décidé de ne pas y aller. Vous vous en souvenez? En 2020, c'est des candidats qui ont décidé de sortir, des partis politiques de certains candidats qui ont décidé de sortir de la commission électorale indépendante. Mais la commission électorale indépendante n'est que l'organe technique d'organisation des élections. Ce n'est pas à la commission électorale que se gagne une élection. Aujourd'hui, avec tout le processus de transparence et de démocratie, oui, le chef de l'État s'est engagé sur des élections transparentes, j'avais oublié ce mot. Tout le processus de transparence qui fait que les résultats sont proclamés bureau de vote par bureau de vote, que les représentants de tous les candidats ont une copie du procès verbal de délibération. La commission électorale ne fait que compiler les résultats. Elle ne va pas inventer des résultats qui n'ont pas eu lieu dans les bureaux de vote. Ce d'autant plus que les représentants de chaque candidat ont une copie du procès verbal. Donc ce n'est pas la commission électorale qui fait gagner une élection, c'est le terrain. C'est les résultats bureau de vote par bureau de vote qui sont compilés. Mais les mêmes qui se sont retirés en 2020, vous vous souviendrez qu'en 2021, ils sont tous revenus. Et c'est avec cette même commission qu'ils ont eu qui des députés, qui des maires, qui des conseils régionaux. C'est un faux procès qui est fait aujourd'hui à la commission électorale indépendante. C'est un faux procès qui est fait au régime de croire que la commission lui est inféodée, ce d'autant plus qu'en dehors du président de la République et du vice-président, ce sont les membres de la commission centrale qui prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Ils sont tous assermentés et une fois qu'ils sont membres de cette commission, ils y sont non plus pour un parti politique, mais pour servir la Côte d'Ivoire. Respecter les textes, c'est aussi cela. Vous ne pouvez pas aller prêter serment, que vous rentrez dans cette commission pour servir votre pays et puis décider d'en sortir sur injonction d'un parti politique. C'est un parjure. Et le parjure est punissable. Il faut qu'on apprenne à respecter nos textes. Il faut qu'on sorte de cette république où tout est fait à coup d'arrangement. Ici, c'est la justice qui s'est prononcée. C'est une décision de justice qui peut avoir des conséquences sur le processus électoral. Mais ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est une décision de justice. Tout comme dans le cadre de M. Laurent Gbagbo ou de M. Charles Blé Goudé, c'est une décision de justice qui a certes des conséquences sur les élections, mais c'est avant tout une décision de justice. C'est une des journaux sénégalais. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de consolider l'état de droit, que nous avons, je dirais, le droit de rêver pour notre pays. La juge a rendu une décision, nous la respectons. Cette décision s'appuie sur l'application de l'article 48, qui n'est pas sa première application dans notre pays, vous le savez. En 2011,
on a eu le cas de ce que vous-même, la presse, avez appelé la jurisprudence Tioté, et personne dans notre pays ne peut remettre en doute les compétences du professeur Francis Vaudier en termes de droit, encore moins en termes de droit constitutionnel. C'est lui qui a rendu cet arrêté. Et tout le monde sait qui était cet éminent professeur dans notre pays. Donc, c'est un texte qui a déjà connu une application. Il en connaît une autre aujourd'hui. Ce n'est pas que la seule application qu'il y a déjà eu, je veux dire avec le cas de la jurisprudence Tioté, dont nous respectons cette décision. Je ne veux pas faire de commentaires particuliers. Je veux juste inviter chacune et chacun à respecter les textes de notre pays. Et c'est comme ça que l'on construit un état de droit. En se conformant, je dirais donc, aux décisions de justice, en se conformant aux textes qui permettent le bon fonctionnement de ce pays. Je ne veux pas m'étendre plus longtemps sur ce dossier. Une décision a été rendue. Toutes les conséquences vont se suivre. Je n'ai pas entendu, en tout cas, que la justice, pour ce qui a été rendu dans la presse, avait exigé le retrait de certains documents, dont le passeport dont vous parlez. Mais si c'est une des conséquences, cette conséquence sera suivie des faits, bien évidemment. Mais je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas eu accès à la décision de la justice. Je n'ai eu que les comptes rendus qui ont été faits donc, dans la presse. Quand nous aurons la décision de la justice, exactement comme l'arrêt du professeur Francis Vaudier a été rendu public, eh bien, en ce moment-là, on verra toutes les conséquences d'une telle décision. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis André Assemian, journaliste à Live TV. J'ai parlé de décisions de justice et malheureusement, dans notre pays, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Et on est trop émotif. On règle les problèmes de façon émotive et on veut rester dans cette émotion-là. En 1995, lorsque le président Bédié modifie la loi électorale, le président Ouattara, de son propre chef, dit « Le code électoral ne me permet pas d'être candidat, je ne me présente pas ». Le président Gbagbo, à l'époque, lui avait été solidaire. Et le président Bédié est allé quasiment seul à l'élection. Depuis tout ce débat nauséeux sur les questions de nationalité, je mets quiconque au défi de dire quand est-ce que le président Ouattara a été frappé par une décision de justice. Oui. En ce moment, on peut dire qu'il y a eu de la manipulation politique. Et certains, comme ils se sont livrés à de la manipulation politique, voient la manipulation politique partout. C'est eux qui sont à la base. C'est pour cela qu'ils voient la manipulation politique partout. Le président, à l'époque, aurait été frappé par une décision de justice, je suis persuadé qu'il se serait conformé. Il allait faire tous les recours nécessaires, mais je mets quiconque au défi de nous dire à quel moment le président Ouattara a été frappé par une décision de justice. On allait jusqu'à envoyer un pauvre jeune homme au Burkina pour lui fabriquer un faux certificat de nationalité burkinabé. Peut-être que vous étiez jeune et que vous ne vous souvenez pas de cette époque. Tout a été fait de façon arbitraire. Ici, on parle de faits. Tout est factuel. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame là-dessus. Oui, il y a eu de la manipulation politique. Seul un arrangement politique peut répondre à la manipulation politique. Voilà ce que je peux vous répondre sur cette question-là. Ailleurs, nous sommes dans le cadre de l'application de décisions de justice. Trouvez-moi la décision de justice concernant le président Ouattara à cette époque. C'est la même question qui revient, on tourne en rond. Bon, là, on l'aborde sous l'angle du dialogue. Mais un dialogue, pourquoi?
C'est la question que je me pose. On a dit ici que toutes les décisions de la commission électorale ont été prises de façon consensuelle. Je vous ai rappelé ici que lors du dernier dialogue politique, tout le monde est convenu que les institutions de notre pays étant toutes installées et fonctionnant, il fallait se référer à elles pour les questions relevant d'elles. À partir de ce moment, je ne vois pas la nécessité d'un dialogue politique si ce n'est pas pour aller vers des arrangements qui ne sont pas conformes au texte. Je ne veux pas que vous ayez la mémoire courte. En 2000, puisque c'est vous qui avez évoqué les élections de 2000, quand je parle de manipulation politique, le président Bédié a été exclu. Le président Ouattara a été exclu. Tous les candidats que le PDC a présentés, ils étaient une bonne dizaine, 11 ou 12. Depuis M. Émile Constant Bombé, M. Lamine Fadiga, ils ont tous été exclus. Personne n'a demandé de dialogue. Les élections se sont déroulées. Certains pays ont salué des élections démocratiques. Je ne voudrais pas les citer. Mais à l'issue de ces élections, il y a des gens qui ont salué des élections démocratiques et constitutionnelles. Oui. Elles étaient légales parce que conformes à la Constitution. Donc, il faut qu'à un moment, on arrête un peu. L'état de droit, c'est ensemble que nous devons le construire. Les juristes me disent que la loi est dure, mais c'est la loi. Mais il faut que l'on apprenne à respecter la loi de notre pays. C'est comme ça qu'on va bâtir, qu'on va consolider cet état de droit. Dialogue, pourquoi? Une nouvelle révision de la liste électorale, parce que c'est ce qu'on entend. Mais je voudrais rappeler que c'est de façon consensuelle que la commission électorale indépendante a décidé au moment de l'enrôlement d'enrôler les jeunes qui avaient 17 ans en 2024 parce qu'ils étaient d'accord qu'ils n'allaient pas faire de nouvel enrôlement en 2025. C'est là la question de l'enrôlement des jeunes de 17 ans. De sorte qu'en 2025, ils aient les 18 ans révolus et qu'ils puissent être portés sur la liste électorale. Donc si c'est un enrôlement pour les nouveaux majeurs, mais ils ont été pris en compte puisqu'on a commencé à enrôler ceux qui avaient 17 ans. Dialogue, pourquoi? Il y a une loi qui a été prise après la création du PPAC, une modification pour lui permettre d'être membre donc de la commission électorale. Dialogue, pourquoi? Je pose la question. Si ce n'est pas encore pour aller demander des arrangements politiques, mais le pays ne va jamais être un état de droit. On serait un pays sans règles, sans cap, où au gré des intérêts, bon, chaque fois on fera un genre de chantage. Ce n'est même pas pour le président Ouattara, c'est pour l'avenir. Parce qu'il faudra bien que tous ces chantages-là s'arrêtent à un moment donné. Les élections seront transparentes, elles seront démocratiques. Et ce dont je peux vous assurer, c'est que le désordre ne sera pas toléré. Tout à l'heure, je n'ai pas répondu à une des questions qui disait que le président Gbagbo a annoncé donc qu'il lancerait un mot d'ordre. Si c'est un mot d'ordre qui va dans le sens de la paix, de la construction, il n'y aura aucun problème. Mais le désordre ne sera pas toléré. Pour le reste,
il est tout à fait normal pour le justiciable d'utiliser toutes les voies de recours qui s'offrent à lui. Donc là-dessus, il n'y a pas de commentaire à faire. C'est des voies que la démocratie offre, c'est des recours que la démocratie offre, que l'État de droit offre. Donc il est tout à fait légitime qu'un justiciable utilise toutes les voies de recours qui lui sont offertes. Mais c'est fait dans l'ordre. L'engagement du chef de l'État, c'est de garantir la paix et la sécurité dans notre pays. Et on sait que cet engagement, il y tient. Et il le respecte parce que depuis 15 ans, nous sommes en paix. Je dirais un peu moins de 15 ans parce que nous avons eu les périodes troubles de 2011 jusqu'à 2012. Mais je peux dire que depuis 2012, l'Ivoirien est en paix, l'Ivoirien est en sécurité. Regardez simplement la ville d'Abidjan. On n'a plus les braquages de commerce comme c'était par le passé. Les hold-up dans les banques, même les braquages de voitures. Le dernier Conseil national de sécurité a dit qu'on avait un indice de sécurité de 1,2. Celui de capitales occidentales. Mais cette sécurité-là apporte la paix, la quiétude. Vous avez dans notre pays aujourd'hui des commerces qui ouvrent 24 sur 24. Pourquoi? Il n'y a pas de risque de se faire braquer. Quand bien même par extraordinaire, une voiture était braquée, on la retrouve. Vous avez tous été témoins ici de ces images qui ont circulé de deux jeunes qui ont cassé la vitre d'un 4x4 pour voler un ordinateur. Ils ont été pris à Boaké. Le délit avait été commis à 7e tranche. Voilà ce que le président de la République a construit. Cette quiétude-là, il y tient. Et Dieu sait combien de fois il y veille. Nous apporter la paix et la sécurité. Il ne faillira pas à cet engagement-là. C'est pourquoi je peux me permettre de dire que le membre de cette commission électorale. C'est facile donc de voir partout la main de l'État, mais je peux vous assurer que le président de la République est en train de réussir à construire l'État de droit qu'il veut que notre pays devienne. Un pays respectueux de ses textes, un pays respectueux de sa constitution, un pays respectueux des décisions de justice qui sont prises. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, je peux comprendre que certains opposants, dans leur désarroi et beau jeu de voir la main de l'État partout, mais dans les pays démocratiques, ce n'est pas comme ça que les choses sont perçues. Et je ne veux pas faire de comparaison, mais nous avons vu récemment que la candidate d'un parti en France, parti qui est arrivé à 3 reprises au second tour, parti dont tout le monde a vu le score qu'il a fait aux récentes élections législatives qui ont eu lieu en France, a été frappé d'inéligibilité. Il y aura certes un appel, mais sans préjuger de ce que sera cet appel, s'il y avait des élections demain en France, ben, la dite candidate ne pourrait pas faire acte de candidature parce que frappé d'inéligibilité. Mais je ne crois pas que le citoyen français ait vu la main de l'État derrière cette décision. La démocratie, elle est une. On ne peut pas avoir une démocratie bonne pour les pays développés et puis une autre à géométrie variable que l'on voudrait que les pays sur le continent vivent. Nous voulons un État de droit, nous voulons un État qui soit respectueux de ces textes et c'est en cela que vous avez remarqué